Bonsoir Maître Bonnard, bonsoir Général Coustou. Bienvenue Bonsoir. ici sur Bonsoir. cette émission. On vous reçoit ce soir suite à une lettre ouverte au président de la République que vous avez co-signée, qui a été envoyée le 20 novembre, qui a été publiée ces derniers jours. Et on voulait vous recevoir pour pouvoir savoir exactement de quoi il en retourne, pourquoi est-ce que vous avez fait cette lettre. Est-ce que peut-être pour commencer, l'un de vous deux pourrait se présenter succinctement, expliquer un petit peu votre parcours, votre carrière. Vous avez tous les deux une grande carrière derrière vous, une carrière diverse. Peut-être, Général Coustou, vous voulez commencer? Ah ben, allons-y. Euh, je suis né en 1945, un vendredi 13, et d'une mère, d'une famille d'immigrés italiens de 14 enfants, et d'un père qui rapidement avait été orphelin humain de père. J'étais donc dans une couche sociale extrêmement modeste, et puis je me suis débrouillé. J'étais un travailleur acharné, j'ai préparé Saint-Cyr, je suis entré et je suis sorti. J'ai choisi l'infanterie, que j'ai aimé, que j'ai gardé jusqu'au bout de ma carrière, comme mon épouse d'ailleurs, avec qui nous avons eu 6 enfants et avons déménagé 16 fois. J'ai tout donné à mon métier, en fait à la France, car c'est la cause principale, c'est la France à laquelle je suis charnellement attaché. Et en 2001, j'ai quitté l'activité. Ce n'est pas pour autant que je suis inactif, et je me suis penché sur des questions fondamentales, sur le sens de la vie et sur la situation politique de notre pays que jusque-là, je n'avais pas eu vraiment ou pas pris le temps de contempler de près, car j'avais la tête dans le guidon. Voilà pour faire court. Et on en reviendra peut-être tout à l'heure à notre rencontre avec Maître Fabrice Bonnard, qui est devenu un ami. D'accord, donc vous avez quand même quitté en 2001, mais en tant que général, si on a bien compris. C'est ça. C'est ça. Je Général, suis donc, je suis en deuxième section, c'est-à-dire je ne suis plus en activité. Et vu mon grand âge, je suis même à la retraite. C'est-à-dire que je ne suis pas rappelable sur le front des troupes si les circonstances l'exigeaient. Je suis maintenant trop vieux pour ça, mais j'ai encore suffisamment de force et de volonté pour me battre avec les armes dont je dispose, moi maintenant civil. c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à Maître Bonnard d'avoir fait le lien pour nous recevoir, pour vous recevoir. Et Maître Bonnard, eh bien, Fabrice, on t'a déjà reçu quelques fois ici sur Agora TV, mais je pense que tu es quelqu'un d'assez connu maintenant. Mais peut-être en quelques mots, tu veux présenter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui jusque-là à faire cette lettre ouverte au président. Alors, ma présentation va, va coller à l'actualité, c'est-à-dire effectivement l'envoi au président de la République et au chef des armées, hein, c'est important, de cette lettre ouverte du 20 novembre 2023. Le général Coustou, le 11 novembre 2023, à l'occasion des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, a souhaité déposer une gerbe symbolique au Trocadéro et il s'est heurté à une interdiction préfectorale dont il m'a immédiatement fait part et j'ai été frappé au plan juridique sur la base qui justifiait l'interdiction en France de déposer une gerbe pour commémorer les morts pour la France. Euh, c'est quand même singulier. Oui, oui. L'utilisation du droit pour empêcher une commémoration officielle de personnes qui sont tombées pour que la France soit libre. Le général Coustou, m'ayant demandé ce que j'en pensais, a cheminé dans nos deux cerveaux d'officiers, puisque je suis également officier de réserve
et qui effectivement, j'ai fréquenté les mêmes bâtiments et les mêmes instructions à Couët-Quidan, Saint-Cyr, et nous faisons cette émission tous les deux depuis la Bretagne. Ce lien s'est resserré forcément à l'occasion du scandale juridique et militaire d'une interdiction préfectorale visant à interdire de déposer une gerbe, c'est-à-dire que c'est un trouble à l'ordre public. En France, c'est un trouble à l'ordre public de déposer des fleurs en mémoire des personnes qui sont tombées pour que le préfet et les autorités administratives françaises se sentent autorisées d'interdire de manière juridique un tel comportement. C'est dangereux de commémorer les morts tombés pour la France un 11 novembre. C'est Et incroyable, ça. tenez-vous bien, la base juridique qui est brandie, c'est la déclaration de 1789, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'était trop, et nous avons donc décidé de réagir à quatre mains. Nous avions déjà à quatre mains réagi une première fois, lorsqu'en 2021, une lettre au gouvernant avait été adressée par un capitaine, mais relayée par un certain nombre de généraux et de militaires, d'actifs ou de réserve ou à la retraite, en tout cas plusieurs milliers. Le général pourra donner les chiffres précis, mais en tout cas, c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et à la suite de cette histoire, il y a eu une réaction, pas d'écouter l'alerte donnée par des militaires, mais des annonces formidables dans les journaux concernant les 6 généraux qui avaient les premiers contresigné la lettre, donc sanction, et poursuite à l'encontre systématique de tous les militaires ayant osé relayer cette alerte. Alors, je ne suis pas militaire d'active, mais j'ai été officier, j'ai été formé et j'ai à plusieurs reprises assuré la garde d'un dépôt de munitions ou de bâtiments militaires, notamment à Couët-Quidan, Saint-Cyr. Et je peux vous dire que donner l'alerte pour un militaire, ce n'est pas une partie de plaisir. Pourquoi? Parce que si vous donnez l'alerte, c'est qu'il y a un danger. Mmh. Ce n'est pas une partie de plaisir que d'être militaire en mission et ou en tout cas en situation d'être exposé à un danger. Je dois préciser que c'est également très désagréable parce que quand vous donnez l'alerte, de deux choses l'une, soit cette alerte est mal fondée et on va parler de fausse alerte. Et je Mmh. peux vous garantir que le gars qui fait une fausse alerte et qui mobilise tout le monde pour un danger qui n'existe pas, on ne va pas le féliciter et on ne va pas lui donner une médaille. Deuxième possibilité, le danger est réel. Il y a une mobilisation et puis il y a intérêt à ce que la mobilisation et la réaction soient rapides. D'accord? Mmh. Donc une alerte avait été donnée en 2021 et des poursuites avaient été engagées à l'encontre de militaires donnant l'alerte. C'est à cette occasion que j'ai réagi et que contact a été pris avec le général Coustou en lui disant que j'étais à sa disposition pour lui fournir toute aide juridique tenant à, conduisant à ce que ce scandale militaire, juridique, ne parvienne pas à des sanctions à l'encontre d'officiers généraux ayant pris l'initiative en leur âme et conscience, et je peux vous garantir que je les ai vus, les états de service des officiers en question étaient impeccables, et plus qu'impeccables, mais ça n'empêchait pas de les comparer à des putschistes d'Alger
à des gens voulant déstabiliser le gouvernement français. La question n'était pas là. La question était, est-ce que l'alerte qui avait été donnée était réelle ou pas? Cette alerte, elle consistait à dire que si on continuait comme ça à négliger un certain nombre de problèmes, y compris démographiques et de gestion des populations dans des conditions de sécurité et de prospérité minimum, tôt ou tard, il y allait y avoir des problèmes, que tôt ou tard, on allait devoir mobiliser les forces armées pour régler le problème, et qu'avant que ce problème n'existe, et vu le danger que ce problème présentait, la probabilité que ça se produise, d'accord, l'alerte avait été donnée. J'avais souvenir du général Picmal qui avait participé, général Picmal qui avait dirigé la Légion étrangère, donc un homme à qui la France doit beaucoup. Cet homme, ayant participé malencontreusement à une manifestation dans la jungle de Calais où des personnes voient leurs biens attaqués, pillés, menacés, c'était plein, sans écho. Et le général Picmal, à la retraite, avait pris l'initiative de venir les soutenir en tant que citoyen conscient de la situation à laquelle étaient exposées des personnes qui ne méritent pas ça. Qu'est-il arrivé au général Picmal? Je l'ai vu en direct se faire molester par des inspecteurs de police qui ne servent pas la France, ne servent pas la France en se saisissant d'un homme âgé, d'un général, pour le placer en garde à vue, le faire passer en comparution immédiate ou, évidemment, le tribunal l'a relaxé. Malgré cette relaxe juridique et judiciaire, l'armée française a poursuivi le général Picmal, qui a eu la malencontreuse idée, mais c'est tout à son honneur, de présenter ses excuses, d'avoir directement ou indirectement, malencontreusement créé un scandale. Et malgré ses excuses, on l'a sanctionné. Et je me souviens de sa tête, à peine il sortait du commissariat de police où il avait été molesté, et il disait, mais y a-t-il un avocat qui va réagir? C'est ça. Je Alors, on m'étais rappelle quand senti, même que toi, je Fabrice, tu m'étais es senti avocat, concerné. justement. Alors moi, je suis officier de réserve puisque je fais partie, enfin j'ai intégré la promotion du capitaine Krotov 1985-1986. Et par ailleurs, je suis un avocat aujourd'hui qui s'occupe essentiellement de droit international public, mais après avoir été avocat inscrit à des barreaux français et avoir eu l'honneur d'être le collaborateur de Jean-Louis Pelletier, un des avocats qui a obtenu l'abolition de la peine de mort, ou enfin qui a contribué avec Robert Badinter, Georges Kiechman, Thierry Lévy et j'en oublie un, et Pelletier. Mais ensuite, je suis devenu avocat de la Direction générale des douanes. Donc, D'accord. j'ai été amené et j'ai eu l'honneur de défendre les intérêts fondamentaux de l'État français. Et je ne pense pas que ce soit un intérêt fondamental pour quelconque État, et en particulier par la France, de sanctionner un vieux général qui présente ses excuses d'avoir eu le malheur d'exercer son droit de citoyen de manifester, hein, et ensuite des généraux qui relaient une alerte consistant à dire attention, lorsque vous allez mobiliser les troupes armées, si jamais vous continuez à ne pas écouter les gens, à vouloir leur crever les yeux s'ils les ouvrent. Je parle des gilets jaunes. Mhm. Les gilets jaunes, ce sont des Français qui avaient réagi, faisant leurs calculs et se rendant compte qu'ils ne pouvaient pas boucler leur budget
si jamais l'essence se trouvait à 1,50 €. Entre-temps, les Américains ont fait sauter le Nord Stream, inflation monstrueuse des carburants, décision vraiment discutable de maintenir les tarifs d'électricité à l'exportation en faisant supporter les frais aux Français à qui on a dit d'acheter des voitures électriques, de se mettre au tout électrique dans leur maison. Et tout ça, c'est une souffrance pour les Français. Et c'est une souffrance personnelle que de voir que des gens qui n'ont pas fait leur service militaire, qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose en droit international public, qui engagent des actions qui violent la Constitution française, le Code pénal. Je parle par exemple de livraison d'armes sans que le Parlement ne soit d'accord. Je parle d'engagement d'opérations et de soutien à gauche, à droite, devant, derrière, chaque fois que Washington nous envoie au carton, pour ensuite, parfois, nous laisser nous ridiculiser. Je parle par exemple de la Syrie. D'accord. Bon, tout ça est bien beau, est bien joli, mais moi, à titre personnel, en tant que petit officier de réserve de rien du tout, et avocat spécialisé en droit international, me souciant de l'intérêt fondamental des États, j'ai réagi sous la forme de cette lettre que nous avons rédigée, le général Coustou et moi. Cette lettre, elle est ce qu'elle est. Il y a plusieurs lectures, évidemment, et je Alors, laisse à André Coustou le soin d'expliquer exactement sa démarche, car cette lettre est une ultime alerte au plan militaire et également au plan juridique et diplomatique, parce que la France est actuellement en train de se ridiculiser, de perdre sa réputation de pays des droits de l'homme, qu'il n'est pas. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et ça n'est pas de moi, c'est de Robert Badinter. Alors si quelqu'un n'est pas d'accord avec Robert Badinter sur le fait que la France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme, alors qu'il s'adresse à qui de droit, hein, c'est-à-dire aux profs de droit constitutionnel, aux avocats, aux juristes de l'armée française, qui, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, surtout qu'ils se manifestent. Ça m'intéressera d'avoir une discussion avec eux. Parce que je ne crois pas que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui commence par un préambule, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les causes des grands malheurs publics et de la corruption des gouvernements. D'accord. Donc si on se base sur 1789 pour empêcher de déposer des fleurs sur nos morts, et que ça, c'est juridiquement et militairement admissible, je souhaite être confronté à des officiers juristes ou à des profs de droit constitutionnel pour qu'ils m'expliquent que mon engagement pour soutenir une deuxième fois André Coustou n'a aucune valeur et n'a aucun sens. Qu'ils se alors, manifestent, qu'ils viennent me chercher, qu'ils viennent me chercher. c'est un appel qui est lancé, hein. On voit qu'il y a plus de réactions directement par la gendarmerie. Est-ce que toi, Maître Bonnard, tu étais aussi signataire de cette première lettre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, hein? Il y avait effectivement beaucoup Absolument de... pas. Donc là, finalement, Absolument pas. par contre, Général Coustou, vous étiez signataire de cette première lettre. Et d'ailleurs, on vous a vu aussi dans les médias défendre cette position, cette alerte qui a été donnée dans cette lettre. Est-ce que justement c'était une fausse alerte finalement, ou est-ce qu'elle n'a simplement été pas écoutée? Est-ce qu'elle a été dénigrée? Et est-ce qu'il y a eu des conséquences? Alors, je rejoins Fabrice dans la chronologie inversée qu'il a évoquée, à savoir que l'affaire du Trocadéro n'a été que la goutte
qui a fait déborder le vase. Et je voudrais simplement apporter une précision à ce sujet. Il y a 5 pages, hein, donc je vous épargne 5 pages sur la réponse des autorités pour justifier l'interdiction de faire quoi que ce soit au Trocadéro. Je lis. Il y a un risque réel de trouble à l'ordre public à cause de la provocation qu'il peut représenter et des propos qui pourraient y être tenus. Il faut savoir qu'au Trocadéro, nous étions 7. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient présentes ce jour-là, beaucoup d'étrangers, de touristes, et donc je ne vois pas trop quel trouble à l'ordre public nous pouvions amener. Ça, c'était un détail. Simplement, c'est tout à fait inadmissible qu'on nous empêche de déposer une gerbe, hein, pour rendre hommage à nos anciens. Alors maintenant, la cause profonde, car l'idée de cette lettre n'est qu'une étape dans un processus qui a commencé il y a 2 ans et demi. La lettre à nos gouvernants a été signée à l'époque par 27 000 militaires à la retraite. Et s'il n'y en a que 27 000, c'est parce que nous avons arrêté le compteur, avril-mai. Cette lettre a été accueillie par les autorités de façon tout à fait surprenante. Le Premier ministre, suivi d'une demi-douzaine de ministres, lorsqu'ils se sont réveillés après la déclaration de certains personnages politiques, nous ont essayé de nous ridiculiser, de nous tourner en dérision, de se moquer, de nous mentir, de nous menacer, etc., etc. On voyait bien que le pouvoir était gêné car le délitement de la France auquel nous appelions que ça cesse, ces personnages se sentaient responsables ou co-responsables de la situation du moment. À l'époque, 58% de la population sondée a approuvé ou ont approuvé cette lettre. Nous ne faisions que tirer le signal d'alarme, à savoir que le délitement de la France ne pouvait être accepté par des gens qui, comme moi et tous mes camarades, avaient accepté de donner leur vie pour la France si les circonstances l'avaient exigé. Le porte-parole du gouvernement en personne avait déclaré à l'époque que le délitement de la société était très majoritairement approuvé par la population. Quoi de plus? À la suite de cela, évidemment, le pouvoir nous a ignorés et même méprisés. Le pouvoir au plus haut niveau, c'est-à-dire que le chef des armées, en l'occurrence le président de la République, n'a jamais pris position sur ce point. Et pourquoi y a-t-il eu un procès? La ministre des Armées de l'époque, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas lui faire une publicité qu'elle ne mérite pas, nous a convoqués devant un conseil supérieur d'armée. Ce conseil supérieur d'armée était composé d'une douzaine de généraux et avait pour rôle de donner un avis non pas sur notre culpabilité, mais sur la pertinence de nous sanctionner au président de la République, chef des armées. Alors pourquoi nous? Sur les 27 000 militaires, ou même plus, qui ont signé la lettre, il y avait 61 généraux. Il a été reproché à 6 d'entre nous de nous être exprimés dans les médias. Ils l'ont fait pourquoi? Parce que le gouvernement, ceux qui auraient dû nous protéger, le chef des armées en premier, n'ont fait que nous n'étaient qu'à charge contre nous et nous nous sommes simplement défendus. Alors, ce procès s'est terminé par une pantalonnade, puisque quelques mois après, nous ne sommes pas rendus évidemment à l'audience, d'autant que la procédure est un peu surannée. Quelques mois après, nous avons reçu une invitation à ce que nous demandions nous-mêmes d'être sanctionnés
comme l'avait été en son temps le général Pigman, c'est-à-dire être radié des cadres. C'était voilà, c'était incompréhensible, c'est comme ça. En fait, tout le monde est très gêné par cette affaire, donc ça s'est terminé en queue de poisson. Ceci étant, nous avions simplement appelé nos gouvernants à faire ce pourquoi ils ont été soit élus, soit nommés, c'est-à-dire à gouverner, à arrêter ce délitement. 2 ans et demi après, qu'en est-il? La situation n'a guère évolué, sinon qu'elle a empiré. Et donc, la lettre d'aujourd'hui que nous avons co-signée avec Fabrice n'est plus une alerte, c'est beaucoup plus que cela. Nous avons proposé au président de la République de l'aider, c'est-à-dire nous lui avons proposé une solution pour se sortir du pétrin, il n'y a pas d'autre mot, dans lequel il est, lui, le gouvernement et la France en général. Voilà, donc c'est une démarche tout à fait généreuse. Nous avons décidé de ne pas être agressif, nous ne l'avons pas été, de proposer quelque chose de créatif, et pour ça, je m'en remets à Maître Bonnard. Et nous avons essayé aussi de ne pas être clivants, sachant qu'il y aura toujours des mécontents. Voilà, donc c'est simplement une proposition pour aider le chef de l'État à sortir par le haut et surtout la France également de cette situation inextricable. Voilà ce que je peux dire jusque-là. Oui, effectivement. Alors, cette lettre qui fait 4 pages termine par une solution proposée. Et Oui. effectivement, je veux dire, c'est un constat, en fait, du délitement de la souveraineté de la France depuis la démission de Charles de Gaulle en 1969, où effectivement les gouvernements successifs se sont un peu vassalisés à l'Amérique. Je résume un peu votre lettre. Cette lettre qu'on peut trouver dans les commentaires de Agora TV, elle est facile aussi à trouver sur le net. Je crois qu'il y a déjà eu plus de 85 000 téléchargements, j'ai lu quelque part. Oui. Donc, 200 000. 200 combien? 000. 200 000 200 000. téléchargements aujourd'hui. Donc, effectivement, il Juste y a. sur Twitter devenu X, 200 000. D'accord. Donc, effectivement, il y a une certaine visibilité de cette lettre. Et aujourd'hui, elle a été envoyée en bonne et due forme au président de la République, mais effectivement, avec des solutions qui sont proposées à la fin. Si la régie peut peut-être mettre ça en ligne. Euh, alors, peut-être, Maître Bonnard, Fabrice, tu veux nous expliquer en 2 mots quelles sont ces solutions qui sont proposées. Euh, Alors, je vais être très clair. Lorsque, en février 2022, 2022, oui, l'Ukraine a été envahie par les troupes russes. Le président et chef des armées Emmanuel Macron a convoqué à l'Élysée ses 2 prédécesseurs encore vivants. Je parle de Nicolas Sarkozy mhm, et je parle de François Hollande. d'accord. Sur le perron de l'Élysée, que ces 3 élus par les Français ont foulé de leurs pieds, le château, comme on l'appelle, depuis le perron du château, ces 3 présidents de la République qui ont donc eu les clés de déclenchement du feu nucléaire français, conscients de la gravité de la situation et certainement de la responsabilité de la France de ne pas avoir respecté ses engagements vis-à-vis de l'ONU et vis-à-vis des 2 parties en présence. Je parle des accords de Minsk qui avaient été repris par le Conseil de sécurité de l'Assemblée, le Conseil de sécurité de l'ONU. Je me souviens que Nicolas Sarkozy, qui est avocat, donc juriste, avait dit il faut absolument, c'est très grave, il faut absolument trouver une solution négociée, et pour cela, il nous faut des diplomates ingénieux et des juristes créatifs.
comme j'avais été frappé par cet appel au secours, finalement, d'un avocat lancé par le général Picmal, j'ai trouvé que dans ces paroles de sagesse de M. Nicolas Sarkozy, qui savait de quoi il parlait, il y avait matière à réfléchir. Trouver une solution créative au plan diplomatique et ingénieuse au plan juridique. C'est la solution proposée. En quoi consiste-t-elle? Tout simplement à ce que la France se mette de nouveau en parfaite harmonie et en parfait respect, premièrement, de sa constitution, deuxièmement, de la charte de l'ONU, qui, sauf erreur, est l'organisation la plus importante actuellement en activité sur la planète Terre, l'OTAN étant une organisation qui ne compte pas 193 États membres et qui n'a pas 70 ans d'existence. Pour l'instant, c'est à l'ONU que ça se passe. Et on voit que là, au moment où on enregistre, c'est-à-dire le 28 novembre, l'ONU intervient, coordonne les différentes diplomaties pour essayer d'empêcher que des bombes, notamment payées par le contribuable français, ne se retrouvent à tuer des enfants. La question n'est pas de savoir s'ils sont juifs ou palestiniens. Est-ce qu'on peut compter sur l'ONU pour que sur Terre, tous les humains cessent de se dire, pendant que nous parlons, que nous faisons une interview ou que nous regardons une émission sur le net produite par Agora TV, au moment où je parle, il y a des enfants qui sont tués par des bombes. Et c'est l'ONU qui peut faire quelque chose et qui peut libérer les otages, qui sont des enfants. D'accord? Et qui n'ont pas à être enlevés, torturés et massacrés de la pire manière. Je parle des enfants juifs. Mais les enfants palestiniens n'ont pas à recevoir des bombes. Et c'est l'ONU qui peut faire quelque chose. OK? Dans ces conditions, je pense que la France, qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, a intérêt, c'est son intérêt, à revenir vite et rapidement et officiellement et de manière spectaculaire dans la droite ligne de la charte de l'ONU. C'est-à-dire, la guerre est interdite, la colonisation est interdite. C'est les articles 1 et 2 de la charte de l'ONU. Est-ce Je qu'on a vraiment rappelle de que l'espoir qu'on arrive à... Là, ce que tu prônes, c'est une grande conférence internationale pour la paix, la sécurité et les frontières en Europe. Est-ce que là, on a un espoir quand même d'arriver à quelque chose? bah, effectivement, ce n'est pas récent, hein. On commence à parler de la Troisième Guerre mondiale. Alors, si on parle de la Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut se souvenir dans la diplomatie française et au château que Paris a organisé la grande conférence de paix du 10 février 1947 avec le traité de Paris qui mit fin à la Deuxième Guerre mondiale? À cette époque-là, on aurait pu tenir cet endroit-là à Genève, on aurait pu tenir ça à Londres, on aurait pu tenir ça n'importe où. C'est à Paris que a été signé par les 21 puissances victorieuses, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité depuis cette époque. Donc les grandes puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale se sont réunies à Paris pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je pense que c'est ingénieux que la France reprenne sa place, organise cette grande conférence sur la paix, la sécurité, les frontières, que toutes les diplomaties rêvent d'organiser, mais ne peuvent plus organiser. Parce que si tu proposes quelque chose, c'est forcément tout un camp qui refuse et nous sommes bloqués. Alors, nous sommes bloqués et nous sommes en délitement, les Français et la France. Alors, il s'agit d'être ingénieux et créatif, dixit Nicolas Sarkozy,
sortant de réunions de crise avec le président actuel Emmanuel Macron, qui est le chef de nos armées officiellement. Est-ce que finalement il y a eu un accusé de réception officiel de cette lettre ouverte ou est-ce que, comme toutes les lettres ouvertes, on ne commente pas et puis on laisse parler ceux qui ont envie de parler? Alors, la question est évidemment dans tous les esprits. Qu'est-ce qui va être fait de cette lettre? Je vais vous expliquer en quoi elle est créative, ingénieuse, et que personnellement, je n'ai strictement rien à faire de la réaction qu'elle va produire. Parce que si elle ne produit pas aucun effet, alors ça veut dire que la fin de cette lettre, que je lis, On peut la mettre à l'écran, hein, la régie. voilà, ignorerez-vous cette ultime alerte? Oublierez-vous votre mission sacrée? Méprisez-vous une solution? Si la réponse est oui, qu'il méprise, qu'il ignore, qu'il oublie, alors il risque de se produire quelque chose. C'est que comme il a annoncé qu'on pouvait aller le chercher si jamais quelqu'un n'était pas content de sa manière de gouverner en tant qu'élu et détenteur des pleins pouvoirs en vertu de la Constitution de la Ve République, ça risque d'arriver. Deuxième solution, cette lettre est prise en compte. Alors, elle est prise en compte par la haute administration, par le ministère de la Justice, puisqu'on parle de justice. La première des choses, c'est que la France arrête d'être injuste. C'est quand même pas normal de devoir saisir le tribunal administratif pour rappeler à l'État et au préfet de Paris que la déclaration de 1789 ne sert pas à interdire de déposer une gerbe sur un monument aux morts. Et que cette personne qui se recueille et qui font un geste constitue un trouble à l'ordre public potentiel. C'est un sketch. Alors, on va arrêter de dire n'importe quoi au plan juridique, d'oublier la Constitution 1789, le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, la charte de l'ONU, pour faire quoi? Pour se mettre à continuer de considérer que les lois extraterritoriales américaines, c'est-à-dire celles par lesquelles les États-Unis, et je pense que nous sommes sur Agora TV, je pense que la Suisse s'est rendu compte du risque des lois américaines extraterritoriales. Lorsque vous ouvrez un compte, on vous pose pas un QCM de 3 pages pour bien vérifier que vous n'avez pas d'ancêtres américains, que vous n'avez pas de lien en Amérique, que vos enfants ne sont pas nés en Amérique, que quoi que ce soit vous relie en Amérique, parce que sinon, secret bancaire oublié. Saisie des comptes, incarcération du directeur de la banque si jamais il se balade aux États-Unis et que sa banque est impliquée dans un truc qui dérange les Américains, qui considèrent que leur loi extraterritoriale s'applique à tout le monde et si tu n'es pas content, je te fous en tôle. D'accord? Bon, ça, on a eu un des dirigeants d'Alstom qui a fait de la tôle. On s'est rendu compte qu'effectivement, les Américains, moi j'aime beaucoup les Américains, il n'y a aucun problème, mais simplement les Américains sont des Américains. Ils considèrent que leurs lois s'appliquent sur toute la Terre. Ce n'est pas ce que pensent souverainement un certain nombre de pays dans le monde, et en particulier tous ceux qu'on appelait les non-alignés et qu'on appelle maintenant le bloc du Sud, c'est-à-dire qui rejoint les accords de Shanghai et les BRICS, et qui commence à être ouvertement en opposition avec les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons. Alors, au Conseil de sécurité, il y a toujours eu 2 blocs, les Anglo-Saxons et les Chinois et les Russes de l'autre côté. Et les Français, avec quelque part cette position intermédiaire magnifique qui permettait de revenir un petit peu à la raison si on commençait à partir à volo. Le dernier exemple, c'était le discours de Dominique de Villepin en 2003, refusant d'engager la France dans la deuxième guerre d'Irak, dont on sait maintenant
qu'elle a été déclenchée par les Américains sur la base de fausses informations. C'est une notoriété publique. Comme il est Alors, de qu'est-ce que la notoriété France, publique, qu'est-ce que la voilà. France Donc, aujourd'hui? bref, la France de Polichinelle, moi personnellement, au plan juridique et diplomatique, j'en souffre et je pense que tous les militaires d'actifs et qui ont un peu de cerveau, d'accord, en souffrent également. Voilà. Alors, cette solution, elle est proposée. Si on ne l'écoute pas, tant pis. Je précise que Emmanuel Macron, qui est le président de la République et le chef des armées, a autour de lui des avocats, c'est-à-dire des confrères, qui le conseillent à titre personnel. Je parle d'Éric Dupond-Moretti, donc Éric, je parle de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, et je parle de Nicolas Sarkozy. Donc je pense qu'à titre confraternel, et dans la mesure où, par ma vie et mes fonctions, j'ai été en contact direct avec ces trois prénoms, je Mhm. pense que Emmanuel Macron, s'il écoute ses amis avec lesquels il parle en les appelant par leurs prénoms mutuellement, je pense que Éric, Thierry, Nicolas et Emmanuel, que je n'ai pas l'honneur d'avoir rencontré à ce jour, je pense qu'ils peuvent écouter ce que Éric, ce que Fabrice et André leur disent. Il y a une solution. Mhm. Écoutez-la, commencez pas à vous demander les conséquences que ça peut avoir pour la France de respecter strictement le droit international. La France et les Français ont besoin de ça, parce que sinon, on va s'enfoncer. C'est le délitement. La solution, c'est les Américains sont très gentils, on les aime beaucoup. Nous sommes des partenaires indéfectibles. Nous leur avons envoyé le marquis de Lafayette pour leur révolution, d'accord. Donc, on n'a rien contre les Américains. Et les Américains n'ont pas à avoir quelque chose contre nous. C'est une question de Chacun, souveraineté, hein. Ouais. voilà, chacun doit respecter la charte de l'ONU et il y a urgence, y compris pour les États-Unis, y compris pour l'OTAN. Toutes les D'accord. organisations du monde, dans leur statut, sont censées être en harmonie avec le droit international général et la charte de l'ONU. Alors la France, si le chef des armées et le président de la République veut bien entendre notre lettre à quatre mains, il trouvera une solution. Mhm. Une solution. On n'apporte pas un nouveau problème, on apporte une solution. Si on ne l'écoute pas, tant pis. Tant pis On pour aimerait ceux entendre. qui deviendront, en n'écoutant pas, les seules causes des grands malheurs publics et de la corruption. C'est dans la déclaration de 1789. J'espère avoir été clair et je m'excuse d'avoir été un peu long, mais trop, c'est trop. C'est ce qui est dit dans la lettre. Alors, en général, on voulait quand même vous entendre par rapport à cette première lettre et puis aussi finalement par rapport à la carrière d'un militaire qui a passé sa vie à défendre un pays. Aujourd'hui, quel est le sentiment qu'a ce général? Eh bien, euh, ça fait 22 ans que j'ai quitté l'activité. Et si j'étais serein, j'irais à la pêche. Mais je ne suis pas tout à fait serein sur l'avenir de la France, en tout cas à court terme. À long terme, si. Alors, je ne peux pas accepter. J'ai un certain nombre de 6 enfants, 15 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. C'est pour eux que je me bats. J'ai bientôt 79 ans. Hein, je n'ai aucune ambition d'aucune sorte. Et je n'ai qu'une ambition, celle de servir la France. Et là, d'ailleurs, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Mhm. Souvent, souvent, on nous oppose le devoir de réserve. Comment ça se fait que des militaires, en général, s'expriment? Là, je répondrai en deux points, parce que c'est quand même très important. Le premier, c'est que là, nous n'adressons aucune critique, nous faisons une proposition d'aide au président de la République. Donc, ça, n'importe qui peut le faire. Mais je, je voulais une ligne de, du règlement concernant le devoir de réserve qui est assez flou, et on comprend pourquoi. Pour nous, officiers généraux, nous ne devons pas engendrer de doute quant au loyalisme envers les institutions dont doit faire preuve celui qui a accepté de servir l'État.
Ça, c'est le règlement, et sur ce point, je ne suis pas d'accord. Demandez mon sentiment, le voilà. Pourquoi? Je n'ai jamais prêté serment pour servir l'État, ni pour servir un ministre, ni pour servir la République, ni pour servir le président. J'ai prêté serment pour servir la France. Tout le reste, ce ne sont que des intermédiaires ou des outils. Alors, vous, journaliste, vous pourriez faire un sondage peut-être en demandant aux Français, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour l'État, pour la République ou pour la France? Une seule réponse demandée. Ce sera intéressant. Voilà, donc nous servons la France. Et on regarde les états de la France, pour un soldat qui a accepté, s'il le fallait, de donner sa vie, c'est insupportable. En plus, je précise qu'en tant que chef, c'est une responsabilité écrasante parce que nous pouvons aussi entraîner dans notre sillage ceux que nous commandons ou que nous commandions. Alors, la France n'est pas souveraine, c'est clair. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions sur l'issue de cette lettre. Mais je ne suis pas là pour critiquer. Simplement, dans ma Ah, on a un petit souci de connexion avec le général Coustou. J'ai apprécié le rappel au règlement. Comme quoi, le général Coustou est un peu juriste. Mais il était aussi commandant, hein, c'est ça qu'on voit aussi, et c'est vrai que c'est une grosse responsabilité quand on a la vie d'autant d'hommes sous ses ordres, de prendre des décisions. On sait que les décisions qu'on prend peuvent avoir des conséquences très concrètes sur la vie de fantassins, en l'occurrence. Hein. Les fantassins. Et en particulier si l'État ment à ses officiers. Mhm. C'est Ah ça. oui, parce que la responsabilité, elle est de l'officier qui envoie au feu ces hommes. C'est lui qui rédige les lettres aux veuves et aux parents, d'accord? Et Mhm. si jamais il reçoit des ordres manifestement illégaux ou manifestement contraires à la charte de l'ONU, c'est grave. Mhm. Alors, on va essayer de retrouver le général. Euh, il faut peut-être lui demander de se reconnecter avec le même lien d'invitation. On va essayer de faire ça correctement pour pouvoir continuer cette interview. On te remercie en tout cas, Fabrice, de Non, je vous t'engager, en prie. En de... tout cas, au plan juridique, cette lettre, elle s'appuie sur trois documents incontestables au plan international pour la France. Ce sont deux traités multilatéraux et de frontières en 1815 et en 1947, signés à Paris, sachant que le traité de 47 a été signé, que la France en est dépositeur et enregistreuse à l'ONU, et un arrêt de 1932 à la demande de la Confédération helvétique. Merci les Suisses. Et c'est tout à fait amusant que ce soit Agora TV qui est en exclusivité et en premier pu réunir les deux signataires, le juriste et le militaire, qui ont proposé une solution. Mhm. Voilà, alors Alors, le général est de retour, merci de nous rejoindre de nouveau. On vous écoute pour la suite. Il a redisparu. Voilà. bon, euh, un soldat ne peut pas accepter de voir la manière dont la France a été traitée. Dans un premier temps, nous avons alerté sur le délitement. Aujourd'hui, respectueusement et amicalement, nous adressons au président de la République. Mais le vrai responsable du délitement, c'est quand même lui. J'ai dans ma bibliothèque, je n'ai aucun conflit d'intérêt, quelques ouvrages. Je lis
Les traîtres d'Ivan Rioufol, pardon. L'homme qui n'aimait pas la France, Roland Hureau. Les liquidateurs, Olivier Marlex. Laurent Isard, la France vendue à la découpe. Macron, le grand liquidateur. Alain Lévian, je vais arrêter. Jacques Limet, Macron, le pire fonctionnaire de la France. Et puis, je n'ai pas cité le plus important, à mes yeux, que je n'ai pas, le traître et le néant de messieurs Davé et Lhomme. Il fallait oser quand même. Hein. Mais si toutes ces personnes ont écrit ces ouvrages, à ma connaissance, ils n'ont pas été traînés devant les tribunaux. Donc, ce qu'ils disent est avéré. Voilà. Donc, en fait, je ne crois pas une seconde que le président va donner suite à notre lettre, mais on leur a fait une proposition. Et un jour, peut-être, il aura des comptes à rendre. Voilà. Donc, nous lui faisons cette proposition en toute amitié, oserais-je dire, bien que d'autres, nombreux, ne se privent pas de le critiquer. Alors, je voudrais même aller directement à la conclusion, enfin, une conclusion partielle. Je sais que nous aurons raison et je sais que le camp du bien va gagner. Pourquoi? Parce que tous les empires, quels qu'ils soient, César, Tamerlan, Gengis Khan, Napoléon, Hitler, mais pas tout ça sur le même plan, hein, ils ont tous disparu. Or, quel est l'empire aujourd'hui qui nous gouverne? Et moi, en tant que soldat, j'essaie d'évaluer la menace. Quelle est cette menace qui est maintenant en danger parce qu'elle se concrétise? C'est l'empire de la finance. C'est BlackRock, les Vanguard, en dessous de quoi un certain nombre de personnes tirent les ficelles. Or, cet empire, comme ceux que j'ai nommés, va finir par disparaître. Pourquoi? Parce que quand on est trop riche, ce qui n'est pas mon cas, on finit par se ramollir. Et c'est le faible qui reprend le dessus. Donc, je ne verrai peut-être pas de mes yeux la moisson de ce que je sème, mais j'essaie simplement de porter ma contribution modestement, hein, en tant que colibri, en tant que général en deuxième section. J'ai simplement envie de me regarder dans la glace tous les matins sans avoir honte de moi. Voilà, voilà ma véritable motivation et voilà ce que ressent un soldat face à cette France que j'aime charnellement et qui est maltraitée par ce qui devait être au contraire la protéger. Car le rôle de l'armée, c'est quand même de protéger le peuple, l'armée et de l'État en premier. Il suffit de regarder le paysage. Le dernier, ce qu'on appelle fait divers, à Crépole. Encore une honte pour la France. Alors, commençons par faire le ménage, c'est-à-dire faire respecter la loi chez nous, et ensuite, nous occuperons du reste. La France d'élite, il est temps d'y mettre fin. D'accord. Concrètement, vous avez eu plusieurs interventions médiatiques, vous avez même déposé plainte lors de la dernière lettre qui a été écrite, où il y a eu 27 000 signataires. Euh, Aujourd'hui, les médias font un écho un peu à cette nouvelle lettre ouverte. Est-ce qu'il y a quel est l'accueil ou est-ce qu'il y a déjà des retours de bâton, si j'ose dire, par On, rapport à ce courrier? on ne craint pas, moi je ne crains pas de retour de bâton. Alors, concernant la première lettre, j'avais en son temps porté plainte pour diffamation contre le sieur Mélenchon, qui nous Mhm. avait affublé des qualificatifs de séditieux, de factieux, de nasillons, appel au soulèvement. Une ministresse de l'époque avait fait un copier-coller, mais la Cour de justice de la République a estimé qu'elle ne s'était pas exprimée en tant que ministre. Si ça avait été le cas, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Alors, concernant M. Mélenchon, il est passé, et ça m'a permis d'ailleurs de faire la connaissance avec la 17e chambre correctionnelle à Paris en avril dernier, où m'a rejoint mon ami Fabrice Bonnard pour me soutenir. Eh bien, tenez-vous bien, pardonnez-moi l'expression, il a été relaxé. Mais on ne va pas rester là, et je dis officiellement, nous irons en cassation. Pourquoi?
parce que sinon, ce serait considéré que la justice admet qu'on puisse diffamer impunément l'armée française. Or, ce que nous faisons et nous écrivons, c'est ce que nos camarades d'actifs ne peuvent ni dire ni écrire. Nous irons en cassation. Ah, on a, voilà, les connexions sont ce qu'elles sont, hein. Maître Bonnard, vous êtes encore avec nous? Fabrice, Pour tu es toujours l'instant. avec nous? Autrement dit, il n'y a pas d'écho Ah, par voilà. ailleurs, mais ça va venir. Nous avons un site en préparation. Pour cette lettre-ci, pour l'instant, nous n'avons rien fait officiellement. C'est la première intervention que nous avons. Mais je ne doute pas que nombre de Français vont être intéressés et vont donner leur avis sur la question. Ça va venir. Le site est en préparation. On le communiquera dès que ce sera prêt. D'accord, et volontiers, on reprendra ça. Maître Bonnard, est-ce qu'en cassation, il y a un espoir quand même de marquer une petite pierre blanche quand même à un moment? Oui, oui. Alors, euh, effectivement, la décision de justice était très critiquable en ce sens qu'elle ne reprenait même pas, on était en matière de diffamation, elle ne reprenait même pas les propos réellement tenus, ce Ah, qui est évidemment une condition impérative euh, retenue par la Cour de cassation au terme d'une jurisprudence constante. Il ne fait de mystère à personne en France maintenant et même à l'étranger que les décisions de justice française peuvent de temps en temps être bizarres. Euh, Ça prend le temps qu'il faut, mais en règle générale, ça fini par être rectifié. Et tant mieux. En ce qui concerne la hiérarchie des normes en France, elle est très particulière puisque la Constitution se trouve au-dessus des traités internationaux. mhm. Les traités internationaux en France sont infraconstitutionnels et supralégislatifs, en vertu de l'article 55 qui figure en tête de la lettre du 20 novembre, D'accord, comme un ouais. rappel. Mhm, Et, et au terme de cette hiérarchie des normes particulières, euh, force est de constater que un rappel que les lois extraterritoriales américaines, comparées à la charte de l'ONU, adoptée par la France depuis plus de 70 ans, avec des continents qui comptent et des pays qui comptent des 5, 6, 10 fois plus d'hommes et de femmes que la France. 67 millions de Français en arrondissant. mhm, Quand l'Inde a dépassé le milliard, mhm. que le Vietnam a dépassé les 100 millions, que le Nigeria approche les 300 millions. Alors les Français peuvent conserver leur place de leader d'idées. Je crois d'ailleurs que la France, en idéogramme chinois, c'est le pays de la loi. Effectivement, nous avons rayonné. Mais pour être admirable et être admiré, il faut se souvenir, ne pas ignorer ce que l'on est, oublier ce que l'on a été et mépriser ceux qui le rappellent. La chose numéro un, c'est que la France redevienne un État de droit, et de droit respectant la charte de l'ONU, pas soumise aux lois extraterritoriales américaines. Les Américains, ils peuvent proposer au monde entier leur système juridique. La France n'en veut pas, et la France ne peut pas accepter. Si on accepte ça, on viole la Constitution. Alors la différence entre les ouvrages nombreux et variés et inamicaux, finalement, et notre lettre qui est très amicale, Mhm. c'est qu'elle ne fait pas que poser des diagnostics. Elle propose un remède. Diagnostic, diagnostic dont le couvercle est posé dans tous les médias
traditionnels qui sont effectivement financés par des grands groupes internationaux et avec des intérêts étrangers qui ne sont pas ceux de la France et des Français. Je parle de cette lettre qui n'est pas un diagnostic de plus, c'est la première solution qui est proposée. Nous avons beaucoup hésité. Moi, j'avais la prétention de dire la solution. Mmh. Nous vous proposons la solution. Nous avons été modestes et nous avons dit, nous vous proposons une solution. Alors je pose la question, comme j'ai mis au défi les juristes et les profs de droit constitutionnel de mon pays, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre solution que celle-là? Donc j'ai conseillé l'État français, je conseille maintenant un autre État, mais je pense que proposer au chef de l'État une solution à une multitude de problèmes qui sont reliés à un problème de hiérarchie des normes non comprises, non respectées, une charte de l'ONU qui, qui, qui est le règlement de cette organisation qui est la première au monde et dans lequel il y a des révolutions et des bascules qui sont imminentes, je pense que la solution, en tout cas une solution, c'est de revenir dardard et vite fait et sans tergiversation vers un état de droit et vers un strict respect du droit international général. Voilà ma Parlons de conclusion. général, le général aimerait réagir aussi. C'est vrai que vous marquez, la France n'a cessé de se vassaliser à son puissant protecteur d'outre-Atlantique. Je vais faire l'avocat de l'avocat. Je ne suis pas un juriste, mais dans notre lettre, il est bien écrit qu'en préliminaire à cette solution proposée, il faut rétablir une vraie justice en France. Or, c'est un problème de fond majeur. Un adulte comme un enfant ne supporte pas l'injustice. Or, aujourd'hui, le deux poids deux mesures est monnaie courante. Nous avons même un ministre de la Justice qui se retrouve mis en examen, un ancien président qui court les prétoires, non pas parce qu'il est avocat, mais parce qu'il est de l'autre côté de la barrière. Tout ce beau monde s'en tirera, je n'en doute pas. Car, malheureusement, et ça j'ai découvert non pas parce que j'étais en activité, mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser à d'autres questions. La corruption dans notre pays, mais pas que dans notre pays, est à un point que je n'imaginais pas. La justice est touchée. La corruption de la justice. Je ne dis pas que tous les magistrats sont corrompus, bien entendu, mais il n'y en aurait qu'un, ce serait un de trop. Donc, en préliminaire à cette solution, eh bien, il faut que la justice redevienne admirable et admirée, pour reprendre la phrase de Fabrice. Il y a aussi l'affaire des missiles hypersoniques. Ça, en tant que général, c'est une nouvelle menace. C'est un changement de paradigme dans la guerre aujourd'hui, dans la menace internationale. Enfin, oui, avec certitude, puisque les missiles hypersoniques sont détenus par la seule Russie, qu'on est incapable de les intercepter, de les détruire. Et il est évoqué également dans la lettre le, le risque d'embrasement au Kosovo. Or, le Kosovo, c'est une autre porte. Et il y a un risque d'affrontement direct. Je rappelle, c'est pas moi le spécialiste de droit international, mais je rappelle quand même que le Kosovo n'est toujours pas reconnu par l'ONU. Je rappelle également que nous avons bombardé Belgrade pendant plusieurs semaines, avec 3000 morts à la clé, qui n'avaient rien demandé à personne. C'est un autre sujet. Mais pour le soldat que je suis, ça pose question. J'ai d'ailleurs un ami, un camarade, un très bon ami, le colonel Jacques Hogarth, qui à l'époque a démissionné lorsqu'il s'est rendu compte qu'au Kosovo, il ne travaillait pas pour la France, mais pour la CIA. Alors, ça paraît peut-être hors sujet, mais ça ne l'est pas du tout. Ça répond aux interrogations qu'un soldat peut se poser, hein, que ce soit au Kosovo ou ailleurs. Hein. Car nous ne sommes pas des mercenaires, nous travaillons pour une cause et
Comme je l'ai dit, nous servons la France et non pas des hommes qui ont été nommés pour faire ce qu'ils font. Donc les missiles hypersoniques, évidemment que c'est une menace majeure, car nous n'y échapperions pas. S'il y avait Je ne crois pas à un conflit direct avec la Russie. La Russie n'est pas notre ennemi. J'ai écouté il y a peu de temps ce discours du général de Gaulle prononcé en 1967 au sujet de ce qui se passait en Israël à l'époque. C'était époustouflant. On a affaire à un vrai homme d'État qui s'inscrit dans une France qui se veut souveraine. Or, aujourd'hui, notre président n'a pas les moyens, car nous ne sommes pas souverains. Ça a été évoqué par Fabrice Bonnard. La France est un protectorat américain. Il faut dire les choses comme elles sont. Et pour parler des missiles hypersoniques, se souvenir qu'il y a un savant qui était en hyperpointe en matière de MHD, qui est Jean-Pierre Petit. Actuellement, que devient monsieur Jean-Pierre Petit? Alors, nous mélangeons de dossiers, mais c'est le même dossier. Jean-Pierre Petit se heurte à l'Académie des sciences, c'est-à-dire à ces messieurs représentant la science française qui refusent de débattre avec lui. Pourquoi refuse-t-il de débattre avec lui? Mais parce que tout simplement, comme il n'a pas été écouté lorsqu'il proposait que la France s'intéresse énormément et prioritairement à la MHD, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre de très très grandes vitesses sans risque de désintégration du missile ou de l'avion, on ne l'a pas écouté, on l'a martyrisé, et aujourd'hui, on continue de le martyriser, parce qu'il a mis au point un modèle cosmologique qui pourrait garantir à la France, sur les 50 prochaines années, d'être en pointe en matière de physique et de cosmologie. Et cet homme qui est né en 1937 est martyrisé, on lui refuse on refuse de l'écouter, on l'interdit de plateau, mais c'est ça la France, c'est à ça que servent les impôts, à Et je martyriser je des me gens souviens qui... qu'il parlait de discussions, notamment justement avec des chercheurs russes, où eux ne se faisaient pas mettre des bâtons dans les roues. Donc, Les chercheurs beaucoup russes d'avance qui a été savent très perdue. bien que c'est un Français qui a innové le premier dans le domaine. Mhm. On ne l'a pas écouté. Et aujourd'hui, on ne l'écoute pas non plus. C'est scandaleux. On n'a pas à donner des sommes astronomiques à des conseillers et à des boîtes de conseil américaines et empêcher que l'Académie des sciences ouvre ses portes et au débat avec Débat, quelqu'un hein. qui a Normalement, montré la qu'il avait science devrait raison. être le débat permanent, hein. Voilà. Mais maintenant, si on revient à la corruption, le Ah, général que vous étiez vraiment le nez dans le guidon au point de ne pas pouvoir être sensibilisé à toute cette problématique. Et puis, c'est maintenant à la retraite que vous vous rendez compte de oui, l'ampleur de la oui. problématique. Alors, j'ai tout donné à mon métier. Mhm, Et à l'époque, quand j'étais capitaine, on me disait que la menace était à l'Est. C'était mhm. l'Union soviétique, c'était le bloc communiste. Et moi, je le croyais. Et puis en 1981, le nouveau président arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Je me suis frotté les yeux, posé des questions, mais j'avais déjà 6 enfants, nous avons déménagé 16 fois. J'ai continué à faire mon métier que je pouvais le faire. Après mon activité, j'ai que nous étions dans un monde du mensonge à, à un point que je n'imaginais pas. Aujourd'hui, on nous ment sur tout. Pour rebondir sur ce que dit Fabrice, sur, sur Jean-Pierre Petit, on nous ment sur tout. La plus grande arnaque de l'humanité a été cette crise Covid qui a fait qu'on a injecté des milliards d'êtres humains sans consentement éclairé. On nous ment sur le climat, on nous ment sur l'Ukraine,
On nous ment sur tout. Je faisais confiance à l'hiérarchie, je faisais confiance au pouvoir. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en la justice parce que je ne sais pas sur qui je vais tomber. Pour l'instant, je n'ai plus affaire à elle, sauf avec le sieur Mélenchon. Hein. Je, en quelle institution peut-on encore faire confiance en France? En fait, l'armée reste un dernier bastion, malgré son format toujours plus ramassé, toujours plus percutant. C'est ce que j'entends depuis que je suis soldat, hein, mais aussi bien insuffisant en nombre. Et aujourd'hui, on se réveille. On se réveille parce que la guerre de haute intensité n'a pas disparu. Et les dividendes de la paix prônés par un ancien Premier ministre, dont je réserve le nom à Fabrice, nous a apporté quoi? Nous a apporté quoi? Eh bien, un retard en tout. Pas en qualité, parce que les Français sont capables d'être géniaux. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas le poids. Pour reprendre un peu les préoccupations du soldat que je suis, regarde les situations Ah, on a perdu. Ah, actuelles. Hein, tenir Ah, un front de 60 km pendant 3 jours, c'est un peu léger. Avec des armements que nous n'avons plus, parce que nous les avons donnés, ça a été dit aussi par Fabrice, illégalement à des puissances en guerre. Bon, sur un autre front, c'est pareil. En Afrique, nous avons couvert des surfaces extrêmement vastes, hein, avec peu de monde. Si nous l'avons fait, c'est parce que personne ne voulait y aller et personne n'était capable de le faire. Nous avons une armée échantillonnaire, mais qui est excellente encore. Et je dois le reconnaître et saluer tous mes camarades d'actifs. Mais quand ils voient de quelle manière ils sont employés, il se pose quand même des questions, car le soldat, je le répète, au risque d'être redondant, n'est pas un mercenaire. J'étais en 1995 à l'état-major de Rennes lorsqu'un soir, un samedi soir très tard, j'ai envoyé un ordre d'engagement du premier détachement de Vigipirate. Nous sommes en 2023. Ça ne s'appelle plus Vigipirate, ça s'appelle Sentinelle. Il y a d'autres dispositions qui ont été prises. Mais quand je vois le soldat au milieu des stations de métro, parmi des centaines, des milliers de personnes, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, évidemment, qu'ils sont là pour protéger le peuple. Évidemment que peut-être ils dissuadent quelques fous furieux, mais ils n'ont pas été formés pour ça. Donc, l'armée est faite pour faire la guerre, malheureusement. C'est Vespasienne Parabellum. Hein, et le général Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, a dit que le soldat était quelqu'un qui tuait sur ordre. Oui, oui, il ne faut pas se voiler la face. Hein. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est dur. La guerre, ça fait des dégâts. Le soldat, il y a pour ça. C'est son métier. Et comme l'a dit le commandant Élie Samar, on peut tout demander à un soldat, y compris de mourir, c'est son métier. Mais on ne peut pas lui demander de se dédire, de se parjurer. Voilà. Alors, c'est peut-être pas conforme à la loi, mais c'est conforme à la conscience et à l'honneur que les soldats continuent de porter haut sous les couleurs de la France. Voilà. merci. On va arriver au terme de cette émission parce qu'il nous reste très peu de temps sur cette connexion. Peut-être en une minute, vous voulez terminer, Maître Bonnard, peut-être une minute, une conclusion, un mot finalement au président de la République, Emmanuel Macron, dans cette lettre ou aux Français simplement? alors, le général Coustou, qui est un homme courageux et audacieux, a abordé une question taboue qui est celle du comportement de la France face à l'épidémie de Covid. Je dirais, pour conclure et ne pas être clivant, que les laboratoires français n'ont pas produit de vaccin. Les Français ont fait confiance aux laboratoires américains. Il y a un certain nombre de personnes qui sont décédées immédiatement. Il y a eu des effets secondaires comme tous les vaccins. Mais il semblerait, si on écoute par exemple les agences de santé européennes autres que la France, un pourcentage très important d'effets indésirables et
en ce qui concernait la protection et la diminution des effets d'une infection, on ne peut pas dire que les Américains aient été très efficaces. Donc, moi, j'aime beaucoup les Américains. Ils sont très efficaces, mais ils peuvent se tromper. Ils peuvent mentir. Ils peuvent ne pas être très sympathiques avec des personnes qui étaient précédemment leurs alliés. La liste est longue. Donc, je n'ai rien contre les Américains, mais je ne compte pas sur les Américains pour venir à l'aide de la France si jamais la France est en difficulté à cause des États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont pas très unis en ce moment. Ils sont plutôt les États désunis entre les démocrates et les républicains. Faire confiance à des gens qui portent un nom, mais qui en réalité sont l'inverse de ce qu'ils disent, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui ne me semble pas très organisée, et de l'Union européenne qui ne me semble pas très unie. Tout ça, c'est la période américaine, et je rejoins le général Coustou sur le fait que, effectivement, d'un point de vue militaire et financier et géopolitique, les États-Unis d'Amérique sont en période d'effondrement de leur suprématie. Alors, est-ce que la France va attendre d'être au fond du gouffre pour enlever l'attelage? La solution, c'est de l'enlever immédiatement. Immédiatement. Et d'écouter Général Coustou, vous voulez peut-être… des patriotes, que ce soit André Coustou, Fabrice Bonnard ou quelqu'un comme Jean-Pierre Petit. Je me contenterai de vous dire que j'ai fait 2 séjours au Rouge dans le Haut-Jura. Je connais un petit peu la Suisse, que je salue bien amicalement. Et Agora TV en particulier. Merci. Et moi de même. Merci, merci vraiment pour votre présence. Je rappelle Merci à qu'on tous. on a publié cette lettre dans l'onglet communauté de Agora TV, mais on peut la retrouver aussi sur Internet. Elle vaut vraiment la peine d'être lue et je dois dire que vraiment, je vous remercie de votre engagement pour cette France, pour l'humanité finalement. Ces moments précieux et ces âmes précieuses qui osent parler, qui osent prendre des risques. On sait justement que cette première lettre a eu beaucoup de conséquences pour le général Coustou et ses confrères qui ont co-signé cette première lettre. Et pourtant, vous avez osé faire cette lettre, proposer des solutions. Elles valent ce qu'elles valent. Vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'illusions sur ce qui va en sortir, mais pourtant, vous l'avez fait. Et je crois que c'est avec ces petites pierres qu'on peut construire les grandes maisons. Et vraiment, je pense que vous avez tout notre respect, toute notre admiration. Et j'espère aussi que vous puissiez inspirer d'autres personnes, inspirer d'autres avocats, d'autres militaires, d'autres citoyens à vraiment s'engager, à ne pas avoir peur, car finalement, le souverain, c'est le peuple. C'est quand même lui qui devrait être à la commande. Et en Suisse comme en France, et comme dans tous les pays, c'est vraiment cette humanité qui doit reprendre son destin en main. Et c'est grâce à des gens comme vous, que c'est un phare, c'est une lumière qui s'allume au bout du tunnel. Et on vous remercie vraiment de cet engagement, de cette audace. Cette lumière, elle vient du Mont Blanc. Hein. Si on lit la lettre, la solution, c'est le Mont Blanc. Eh bien, ce sera le mot de Merci. la fin. Merci et à très bientôt. S'il y a des rebondissements dans cette affaire, bien sûr, on sera là pour vous écouter, pour partager la suite de cette aventure pleine d'humanité. Très bonne soirée à vous deux et à bientôt.